bonjour à tous. Je vous propose de démarrer, peut-être présenter les intervenants. Je suis Olivier Sassier, directeur de l'EPA, François Leclerc, architecte urbaniste, et Bruno Gage, directeur développement promotion à l'EPA. Donc l'objet de cet atelier, c'est un atelier un peu particulier parce qu'on va vous parler du Grand Arenas, qui est un projet majeur de l'EPA et de la ville, qui est à une époque charnière parce qu'en fait c'est un moment où il y a un passage de relais entre deux grandes équipes d'architectes urbanistes, mais aussi de sociétés d'ingénierie. Et il y a un passage de relais entre l'équipe où il y avait Joseph Luis Matteo, Aegis, Ville et Paysages, à l'équipe de François Leclerc avec Artelia et Base. Artelia, que je salue, Marion Piquet dans la salle, et puis je salue Philippe Roulant, le représentant d'Aegis. Donc, nous travaillons tous sur des projets de long terme, donc nous sommes professionnels de l'aménagement et on sait que dans la vie d'un projet, les hommes vont changer et à l'occasion de cette évolution, c'est l'occasion aussi d'apporter dans un projet un point de vue nouveau, une forme de sensibilité nouvelle. Et aujourd'hui, ce qu'on va vous présenter, c'est quelque chose d'un peu différent de ce que vous allez voir dans les autres ateliers où, en général, on présente des choses validées, actées, etc. Aujourd'hui, on vous présente plus un point d'étape, savoir où on en est aujourd'hui. Et puis François va nous donner son regard un peu extérieur. On n'a pas encore commencé à travailler, on commence la semaine prochaine. Donc François a gagné la consultation. Mais il nous semblait intéressant d'avoir ce partage avec vous de ce moment un peu où on est dans la continuité, mais avec l'apport d'une sensibilité nouvelle dans un projet qui est le Grand Arenas. Donc pour commencer, bon, tout le monde était là lors de la présentation du maire de Nice et du président de la métropole. Je ne vais pas y revenir, mais l'important, c'est la vision. La vision de, comme il l'a dit, d'une ville qui se tourne vers le 21e siècle pour avoir un changement d'échelle en matière d'activité économique, de création d'emplois, tout en revenant à son authenticité, son ADN, qui est ici la qualité de vie, la qualité de la nature et une forme de goût pour l'avant-garde. En fait, la Côte d'Azur, son succès, son histoire, c'est ça. Et pendant des années, malheureusement, ça a été un petit peu oublié et on a d'une certaine façon scié la branche sur laquelle on était tous assis. Et aujourd'hui, avec cette entrée dans le 21e siècle, c'est changer d'échelle tout en revenant à notre composante de notre être profond. Donc c'est important d'avoir cette vision parce que je suis convaincu que faire de l'aménagement sans vision est quelque chose de non seulement très ennuyeux, mais en plus possiblement dangereux parce qu'on ne sait pas pourquoi on fait les choses. Et donc cette vision-là, elle touche tout le territoire. On a parlé de la coulée verte, mais on aurait pu parler de l'aménagement du bord de mer à Cagnes-sur-Mer, de Iconique, de Ussat-Duré, en fait tout ce phénomène de régénération en revenant à l'authenticité, en allant vers l'avenir. Et puis il y a l'Éco-Vallée, donc opération d'intérêt national depuis 10 ans. Sur un territoire qui a été pour le coup, qui est peut-être un exemple de la dégradation qu'a subi notre région au fil d'un certain nombre d'années de laisser-faire, territoire historiquement naturel évidemment, gagné avec une plaine agricole gagnée sur le fleuve, qui a été un territoire agricole prospère et qui a connu une déprise. On y a laissé installer tout ce qu'on ne savait pas y mettre ailleurs, alors avec parfois une interprétation du droit de l'urbanisme ou de l'environnement assez original. Et c'est comme ça que ce territoire qui était prospère s'est transformé à un lieu où on a un amoncellement de fonctions totalement disparates. Et tout cela s'est très fortement dégradé. Et donc, quand on parle de l'avenir de ce territoire, de la volonté de le transformer en éco-vallée, ça s'inscrit dans la vision et ça se traduit pour l'établissement public et ses partenaires par une stratégie assez simple en 3 axes. Commencer par préserver ce qui peut encore l'être et réparer. Alors ce sont des mots qui sont faciles à dire, mais en matière d'aménagement, ça veut dire beaucoup. François nous donnera sa vision sur le secteur du Grand Arenas. C'est
travailler sur l'agriculture, travailler pour réimplanter des agriculteurs dans des secteurs qui sont aujourd'hui abandonnés. C'est créer un parc de 20 hectares sur une zone qui aujourd'hui est dédiée à des stockages, à des vendeurs de pneus ou d'autres biens. Alors c'est pas, le pneu n'est pas plus noble qu'autre chose, mais il y a une façon de le stocker qui est plus noble qu'une autre, on va dire, sur des terrains. Mais donc sur un terrain qui est totalement dégradé. Donc réparer, préserver, premier axe. Deuxième axe, créer ici sur la partie, la basse plaine du Var, au contact de l'aéroport, une nouvelle centralité urbaine. Ça aussi c'est un acte fort, c'est qu'on ne crée pas un centre d'une nouvelle ville, on ne crée pas un nouveau centre, on crée un centre de plus, et il y a une volonté politique très forte de le relier pleinement à la ville historique, puisque vous voyez que le tram roule avant que les projets soient livrés. Donc à la limite, on vient faire les chantiers, les compagnons viennent faire les chantiers, peuvent venir faire les chantiers en tram, ce qui est quand même un phénomène auquel on s'est habitué, mais quand on voit le nombre de territoires en France qui, 30 ans après la livraison, attendent toujours le tram, c'est quand même quelque chose d'extrêmement fort. Donc, centralité urbaine avec la qualité de vie partout, qualité de l'architecture, qualité des programmes, qualité des espaces publics avec du verdissement, qualité de la mobilité avec le tramway. Et troisième axe, quelque chose qui nous anime tous, c'est l'absolu impératif de livrer à court terme des premières phases qui se fonctionnent et sur lesquelles on sera jugé. Et nous, notre souhait, c'est que, vous le savez tous en tant que professionnels, un projet d'aménagement, on le réussit bien entendu à la fin, mais on le réussit surtout au début. Parce que si on loupe la première phase, on ne fera pas le reste. Et notre objectif, c'est d'arriver à court terme à créer des lieux pour l'emploi, pour le logement, pour la vie, pour les commerces et les services du quotidien, la mobilité, où la traduction de la promesse se trouve tout de suite parce qu'on a l'absolue nécessité de réussir quelque chose tout de suite. Donc ça, c'était pour la stratégie un petit peu globale. Là-dedans s'inscrivent un certain nombre d'opérations, deux qui sont pleinement actives. Le Grand Arenas, 50 hectares au contact de l'aéroport, et Nice Méridia, à peu près 25 hectares, 5000 emplois, 5000 logements, 5000 étudiants, le concept de technopole urbaine. Et le sujet aujourd'hui, justement, c'est de parler du Grand Arenas, là vous le voyez, qui est juste au contact de l'aéroport de Nice, desservi par le tram, et qui s'appuie sur finalement un certain nombre d'enjeux à intégrer. Donc ça, vous avez derrière moi le plan de Josep Luis Mateo, qui est le projet qui a été conçu par lui à partir des éléments de programme qu'on avait donnés. D'où on part? On part d'un secteur qui est bitumé ou bétonné à 95%. Donc on n'a quasiment pas de traces de nature dans ce secteur. On part d'un secteur qui a été quasiment uniquement dédié à des systèmes routiers, des parkings, un marché d'intérêt national, enfin donc du commerce des grossistes en alimentaire ou en fleurs, tout en étant dans une position assez exceptionnelle, c'est-à-dire qu'à cet endroit, on peut aller prendre l'avion à pied, faire l'aller-retour dans la quasi-totalité des capitales européennes dans la journée, et tout en étant aujourd'hui à 20 minutes du centre-ville de Nice en tramway, et en ayant un accès à la gare, à la ligne de chemin de fer qui permet d'aller au centre-ville de Cannes, Antibes, Monaco de façon extrêmement facile. Et d'une façon très paradoxale, ce lieu, qui a un potentiel incroyable, n'a jamais été dédié à la création de valeur ou à la création d'un lieu de vie. C'était dédié à cet amoncellement de fonctions. Et en revanche, il a été très marqué par la présence d'infrastructures très lourdes. Alors évidemment, il y a l'aéroport, il y a la poursuite de la promenade des Anglais, il y a le boulevard Cassin, qui est une des principales voies d'entrée dans Nice, il y a la voie de chemin de fer, il y a l'autoroute, il y a l'avenue Pompidou. Et donc en fait, le cahier des charges, c'était de dire ces 50 hectares qui ont un potentiel incroyable, qui n'a jamais utilisé, qui est la porte d'entrée de ville de Nice. Il faut en faire un quartier d'affaires et un quartier de vie. C'est-à-dire qu'on est persuadé qu'il ne faut pas faire de la monofonction. C'est là qu'on peut localiser beaucoup de centres d'entreprise, de fonctions centrales, parce qu'elles ont cette mobilité, elles ont cette visibilité. Mais le principal défi, c'est d'en faire un lieu de vie, en intégrant les infrastructures, en redonnant de la place à la nature et en s'appuyant sur deux équipements structurants. Le premier, une gare multimodale qui, au cœur du quartier, relie l'aéroport, le train, le tram, les bus.
plus des parkings. Donc en fait, on a tous les modes de transport qui sont reliés au cœur du projet. Et notre stratégie, là aussi, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est bien entendu de prévoir l'avenir, donc être en capacité d'accueillir la ligne de TGV quand elle arrivera. Notez que je ne me prononce pas précisément sur une date, mais d'avoir tout de suite, c'est-à-dire en 2021, dans le cadre du CPER, avec des projets financés, une première phase de gare routière, de gare ferroviaire. Le tram roule déjà, c'est-à-dire que dans 2 ans, tous les éléments de transport seront réalisés. Donc premier équipement structurant la gare multimodale, et deuxième équipement structurant le parc des expositions, avec l'ambition de relancer l'activité touristique en la diversifiant vers le tourisme d'affaires, en ayant une infrastructure où on peut aller à pied depuis l'aéroport, qui est quand même un point important, qui est desservi en tramway pour atteindre le centre-ville en 20 minutes, qui a accès à l'ensemble de l'appareil hôtelier de la Côte d'Azur via la ligne de chemin de fer, tout en disposant en plus d'une localisation géographique qui fait que quand on regarde nos grands concurrents en Europe, qui sont aussi beaucoup situés en Europe du Nord, on va dire, c'est le dernier argument, mais entre octobre et mars, on a un petit avantage climatique compétitif. Et ça, c'est le deuxième équipement absolument important qui va permettre, dans notre stratégie économique, d'opérer cette diversification et ce changement d'échelle, diversification vers la croissance verte, les écotechnologies, et diversification du tourisme vers le tourisme d'affaires. Donc ce que je propose, après cette introduction, c'est de passer la parole à Bruno pour qu'il nous fasse un petit point d'avancement des projets qui sont aujourd'hui engagés, parce que vous vous souvenez du 3e axe de la stratégie, réussir à court terme. Notre but, c'est de terminer la première phase du projet à horizon 2 ou 3 ans. Bruno ? Oui, vous m'entendez ? Merci Olivier. Oui, bonjour à tous. Mon propos va être simplement de rappeler un peu quelques éléments contextuels avant de laisser la parole à François Leclerc et vous dire également où nous en sommes aujourd'hui de l'avancement du projet. Et puis donner aussi les enjeux, les contraintes, Olivier a commencé à les esquisser, de ce projet pour lequel donc, on a lancé une consultation, un accord pour l'accord cadre de maîtrise d'œuvre urbaine que donc, François Leclerc a remporté récemment avec donc l'équipe base en paysagiste et le bureau d'études Artelia pour l'environnement et les VRD. Alors, quelques données physiques du projet que vous avez donc, sous les yeux. On a fait un périmètre d'un petit peu moins de 50 hectares, 49 hectares exactement, dont 8 hectares réservés donc, pour le pôle d'échange multimodal. C'est le périmètre rouge que vous avez à l'intérieur de l'opération, sur l'écran derrière moi. Avec donc... par rapport au plan guide donc de Joël Puis Mathéo, 11 hectares d'espace public à réaliser à l'intérieur de ce quartier, qui est un quartier, certes, quartier d'affaires, qui se veut quartier d'affaires international, mais c'est également donc un quartier de vie, un quartier avec 2000 logements et du commerce, du service de proximité, et puis ces 2 gros équipements, je rajouterai peut-être l'aéroport également, parce qu'il y a quand même des projets de développement autour de l'aéroport, qui est vraiment un moteur économique important pour ce territoire. On a tangenté quasiment les 14 millions de passagers l'année dernière, et il y a encore des perspectives de développement en cours. Simplement, donc, sur le programme global de construction, on est sur 750 000 m² sur ce périmètre-là, avec comment dirais-je, un développement qui est déjà perceptible aujourd'hui et qui est surtout concentré donc, autour du pôle d'échange multimodal. J'en veux pour preuve donc, ces 5 projets aujourd'hui engagés en chantier ou qui vont démarrer d'ici fin d'année. On en a 4 aujourd'hui en chantier. Ça représente à peu près 100 000 m², 110 000 m² au global, mais avec l'ensemble des fonctions de ce que doit être un quartier de vie, c'est-à-dire bien entendu du tertiaire, mais également donc, de l'hôtellerie et de la para-hôtellerie, puisque c'est un sujet, contrairement peut-être à ce que l'on croit, mais c'est un sujet majeur. On a mis en place un schéma directeur hôtelier et para-hôtelier sur les Alpes-Maritimes, puisque ce territoire perdait des chambres
hôtelière par rapport à son tissu, notamment un tissu assez familial, atomisé, de petites unités. Et on était plutôt défaillant en ce que les professionnels appellent en gros porteurs. Donc le sujet était de régénérer un petit peu ce marché, de l'étendre en offrant des chambres et donc sur des créneaux du 3 étoiles plus, 4 étoiles et 4 étoiles plus. Donc on a un certain nombre de projets hôteliers aujourd'hui engagés, donc lancés, sur à peu près 800 chambres sur ce périmètre. Et également donc des premiers logements qui arrivent. Vous voyez notamment le projet de Nouvelle Air qui, l'ironie de l'histoire, vu que ce soit François Leclerc qui est l'architecte de ce projet porté par Sogeprom et Riva Prime, où on a donc les premiers logements de ce périmètre-là, et également donc sur un volet résidence gérée, les premières résidences étudiantes seniors et comment dirais-je et hôtelières, oui, donc nous avons sur ce périmètre-là. Les premières livraisons donc, vont déjà dès cette année être réalisées, avec notamment l'immeuble Connexio, que vous voyez en haut à droite, donc d'ici fin d'année, en novembre exactement. Et puis les choses vont s'enchaîner sur 2020, avec Unity, donc ce programme mixte hôtelier, tertiaire et commerce. Et puis sur 2021, 2022 et 2023, aujourd'hui, sur ces 5 projets que vous voyez là, la configuration va évoluer d'ici donc 2 à 3 ans. Ça, c'était aussi un engagement qui était important pour nous, de donner à voir dès les 2 à 3 ans à venir. Je rappellerai simplement les enjeux et les contraintes de cette consultation que l'on avait donnée et du site. Inutile de rappeler le caractère stratégique de cette opération, mais le véritable enjeu était d'ouvrir ce périmètre-là et ce quartier-là en donnant vraiment une échelle à ce quartier qui soit d'une échelle internationale à une échelle des proximités. Donc c'était tout l'enjeu de cette consultation. D'opérer bien sûr les coutures urbaines avec l'existant, on en a parlé, mais aussi de s'affranchir donc d'un certain nombre de contraintes d'infrastructures qui aujourd'hui maillent énormément ce quartier. Donc voilà, donc ce petit cadrage en préambule, je vais laisser la parole à François pour nous exposer son projet, voilà, et sa vision. Merci beaucoup. Non, je vais d'abord rendre hommage à ce genre de consultation parce que c'est un exercice rapide, je crois que c'était 1 mois et demi ou 2, qu'on a fait effectivement avec Marion, avec Artelia et avec Baz. Notre équipe avec ma Marie qui est ici, Marie Tavot. Et c'est un parcours rapide, mais pas pour autant inopérant. C'est-à-dire c'est un parcours littéraire, c'est cartographique, et puis c'est surtout avec les pieds que l'on a étudié ce projet avec de multiples visites. Donc je vais parler de ce site. Voilà, non, c'est pas celui-là. Oui, j'ai parlé de ce site parce qu'en parcourant ce site, finalement, dans ces différentes promenades qu'on a pu faire, on peut sans doute oublier qu'on est dans une situation géographique très particulière. C'est-à-dire que cette carte d'état-major qui est là le rappelle, on est avant tout dans un delta, une figure emblématique, une figure magnifique, le delta du Var, que longeait la route impériale historiquement, et qui est la route impériale devenant la route de Grenoble. Donc on est à la rencontre d'espaces majeurs, enfin comment dire, on est d'espaces naturels majeurs, c'est-à-dire d'une part le Var et son delta oublié avec ses coteaux très habités, etc. Et puis l'autre côté, c'est la ligne de côte, donc artificialisée, la promenade des Anglais, qui a été construite au 19e. Donc Grand Aréna se trouve à l'intersection, au raccordement entre ces deux grandes figures de Lens et de la vallée. Alors, bien sûr, l'aéroport qu'on voit ici, qui marque le côté très métropolitain de cette métropole, de tout ce quartier même, bien sûr, l'aéroport a utilisé cette zone a priori non constructible et a fabriqué une sorte de bouchon, quoi, a contribué à gommer la perception du delta. Là, on voit que ça a été très canalisé finalement. Donc, ce Var canalisé, c'était par une digue. Et cette digue, paraît-il, peut rompre. C'était une découverte ou une donne par rapport à cette consultation. C'est-à-dire que
cette inondation potentielle, c'est ce qui fabrique un PPRI qui est très impactant par rapport à ce site. Donc, c'est-à-dire que si ça rompt, finalement, ça peut retrouver la figure du delta. Alors, je ne le souhaite absolument pas. Par amour du delta, je ne vais pas espérer les catastrophes, mais c'est pas souhaitable. Mais c'est la possibilité justement de s'interroger sur cette logique hydraulique, sur la possibilité que cette logique soit le fil conducteur d'une réinterprétation de la figure géographique historique. Voilà, donc comment est-ce que ce delta peut redessiner ce quartier par rapport à tout le travail qui a été fait par Matteo? Et c'est-à-dire comme si une catastrophe annoncée, qui n'arrivera pas, j'espère, pouvait être une ressource, finalement, une ressource de création urbaine à travers la végétation, à travers la fertilité, avec le dessin, avec la notion de nature retrouvée. Donc le delta fertile, c'était un peu ce qui nous a guidés comme mot d'ordre par rapport à ce projet. Alors, cette notion d'eau surabondante de temps en temps est très absente à d'autres moments. C'est ce qu'on a aussi beaucoup fait sur d'autres projets qui sont sur la Méditerranée. On propose depuis quelques années, ça commence à se faire, à Marseille, le ruisseau des Égalades redécouvert, qui permet d'absorber toutes les inondations qui existent fortement en partant depuis là-bas. On travaille aussi sur la Grande Motte récemment pour voir comment la submersion peut être endiguée au sens propre. Et puis sur Montpellier, comment de manière globale cette ville peut résister aux épisodes cévenols. Donc l'eau est un fondateur d'urbanité qui peut être vu catastrophiquement, mais avec peut-être quelques espoirs. Donc, on a une vision très naturaliste avec ces logiques paysagères, donc les coteaux, le littoral, le réseau des parcs depuis le Mont Boron, etc. Vous connaissez sans doute Nice tout aussi bien que moi, mais enfin avec ces vallons qui sont construits. Non, je me trompe de bouton, pardon. Voilà, donc on a cette triple appartenance avec cette notion urbaine donc, qui va vers l'ouest, comme Monsieur le maire l'a expliqué très bien. La promenade des Anglais, le Var, donc c'est les grandes lignes de force, donc la montagne, l'aéroport et le centre-ville. J'ai parlé de cette figure de delta avec ces photos anciennes qui montrent ce côté très accueillant au débordement et qu'il est moins maintenant. Donc, effectivement, José Luis Mateo a fait un projet qui commence à se réaliser. C'est quelqu'un que je connais très bien, on se connaît. Je le rencontre la semaine prochaine, on fait une sorte de passation, on va dire. On va travailler ensemble sur comment l'un peut suivre l'autre, etc. Donc tout se passe bien. Donc si, pour parler de ce projet, il y a des invariants qui sont très, très costauds, c'est-à-dire il y a l'interface avec les voisins, entre autres avec le quartier des Moulins, qui est juste au-dessus, au nord. Ensuite, il y a la notion de PEX, qui est très bien située sur le Mine, et qui, avec la gare, on verra, fait un couple extrêmement actif à un niveau super métropolitain. Ensuite, on a cette promenade des Anglais qui, malgré des complications topographiques, peut être prolongée. Et ensuite, il y a cette mobilité qui est surabondante, pas surabondante, mais qui va être très efficace à ces endroits-là. C'est-à-dire comment on peut en profiter pour se libérer peut-être un peu de la voiture. Et puis il y a toute cette trame vière, etc., qui se prolonge au-delà de ce quartier. Et puis il y a cette notion qui est très impactante que j'ai évoquée tout à l'heure, c'est la notion d'îlot étanche et la réalité de l'inondabilité. Donc les enjeux tels que nous on le propose, c'est repartir un peu de la géographie par rapport aux lignes de force que j'ai indiquées, c'est-à-dire comment réinventer le delta fertile par rapport à la figure de Matteo qui est très orthonormée, très géométrique. Ensuite, comment faire justement de ces contraintes d'inondabilité une ressource, un dispositif d'aménagement. Ensuite, effectivement, on a une entrée extraordinaire de la métropole par le train, par la route, par le ciel. Donc, comment est-ce qu'on a une écriture par rapport à ça? Ensuite, les accroches avec tout ce qui est existant, c'est-à-dire qu'on n'invente pas encore un monde parfait en laissant de côté tout ce qu'il y a autour, donc comment ça se prolonge. Ensuite, il y a cette accessibilité qui doit être très, très, très marquée depuis l'avion jusqu'au basket, on va dire. Et puis ensuite, vous en avez parlé aussi, comment un projet comme ça peut se configurer ou rentrer en action avec les citoyens dès maintenant. Donc
les espaces publics sont très marqués par, alors ça c'est des plans un peu techniques, par ces notions d'îlots étanches, c'est-à-dire avec les passages d'eau qui sont là, mais ça c'est la règle urbaine, ça c'est la règle du PPRI, c'est ces grands rectangles blancs ou ces formes blanches qui sont les lieux où on peut partiellement construire, on peut construire dans la totalité, mais là en tout cas où on peut construire, donc avec les passages de l'eau. Euh, Ici, justement, ça c'est comment dire, c'est un peu une image, une image comme un paysage comme ça, qui est la notion du parcours de l'eau qui deviendrait de l'espace naturel. C'est-à-dire que l'écoulement de l'eau fabrique les espaces libres et verts, c'est-à-dire et comment, par rapport au projet initial, on redonne de la nature à partir de cette notion d'écoulement. Euh, mais alors, cet écoulement va effectivement vers la promenade des Anglais, vers l'aéroport, vers le Var, etc. Donc, c'est tout ce parcours qui est passionnant pour inventer cette histoire. Donc, en même temps, il y a cette histoire naturelle, donc cette histoire géographique, il y a cette notion patrimoniale avec l'existant, donc le jardin en pointe, j'en ai fait là. Ensuite, la résidence des Sagnes, avec des gens qui habitent là, qui sont un peu au milieu de nulle part pour l'instant. Il y a le PEM existant, enfin les constructions déjà en cours. Et puis il y a le carreau des producteurs, il y a la passerelle du mine, enfin il y a des infrastructures. Et effectivement, une des principales réalités patrimoniales, en tout cas c'est le sol qui est très imperméable. Et savoir comment est-ce qu'on va pouvoir considérer cette réalité. Donc ensuite, on va voir comment justement ce patrimoine peut être le début de l'histoire, entre autres pour faire des liaisons, pour faire des liens avec le PEX, le futur PEX, etc. Et justement, là, on va parler de cette programmation par rapport à cette nouvelle manière de faire. Donc, on a la programmation de la ZAC initiale avec le plan de Rosé-Louis. On a cette figure de delta que l'on propose de réinventer, de réactiver. Delta, je le répète, hein, qui ne doit pas être actif trop souvent. Et ensuite, ça donne cet archipel que l'on propose ici avec cette notion de parcours où le piéton fera le parcours de l'eau, etc. Et que les bâtiments ou les îlots soient considérés différemment, comme presque sculptés ou modelés selon cette notion de presque, comment dire, d'eau passante, comme ça. Donc reconfigurer ces formes d'îlots en fonction de ça. Et la programmation, donc là, qui est montrée avec des couleurs différenciées, sachant que quand même on serait largement dans une mixité, c'est-à-dire avec le logement qui est plutôt dans la partie nord, dans ces couleurs orangées, le parc d'exposition qui est en rouge, et puis tout ce qui est tertiaire, qui est plus près de la gare. Enfin, je le répète, on est dans une réalité de mixité, donc ce n'est pas aussi zoné que ça. Donc ensuite, on a dessiné, je vous dis, c'est un travail assez rapide, donc pour l'instant, ce sont des intentions comme ça. C'est une sorte de mini plan guide ou de pré-plan guide. Euh, C'est-à-dire comment est-ce qu'on habite le delta effectivement, avec cette notion de nature infiltrée à travers tous les îlots. Comment le futur PIEX, le parc d'exposition internationale, va pouvoir exister de manière autre que les parcs trop fermés, trop clos, etc. Parce qu'il y a une situation absolument extraordinaire. Ensuite, comment est-ce que les routes, dont la route de Grenoble, va pouvoir participer à tout ça. Donc comment les logements vont pouvoir fabriquer un quartier avec l'autre côté, avec le PRU des Moulins. Donc c'est le début de l'histoire comme ça. Je vais prolonger. Alors ça c'est une caricature très facile de dire que les îlots par rapport à cette nature qui doit être très présente, autant pour des questions de vision, de passage d'air, de courant d'air, d'îlots de chaleur, etc. Comment les îlots peuvent se transformer en devenant réellement sculptés, différents, pour que la nature soit toujours visible. Ça, c'est toute une action qu'on mènera avec les architectes qui seront amenés à construire à cet endroit-là. Ensuite, il y a cette notion de quartier d'affaires et de quartier résidentiel, où on mélange l'un avec l'autre, avec ce duo entre le PEM, enfin, ce pôle intermodal avec la gare, et puis ce PEX qui fabrique une sorte de lien de couple très actif, et qui deviennent une vitrine linéaire par rapport à la ligne de chemin de fer, par rapport au boulevard qui est là aussi d'ailleurs. Ensuite, sortir du quartier d'affaires
strictes, simples, etc., en fabriquant des îlots sans doute un peu plus complexes, ou des bâtiments en tout cas plus complexes, qui permettent en tout cas d'autres activités que le bureau pur et dur. Et puis ensuite, tous ces îlots qui devront converser et fabriquer une vraie histoire autour de la route de Grenoble, qui devient une sorte de centre de gravité par rapport à tout ce quartier habité. Là, c'est par rapport à cette programmation, justement, dans cette notion de PEX et de PEM, c'est-à-dire entre la gare et l'exposition, savoir comment on va fabriquer la ville très, très visible, très active, mais perçue, et perçue par tout le passage qui se trouve là, et comment fabriquer un parc d'exposition qui soit un peu exceptionnel. On aimerait bien travailler programmatiquement de manière assez costaud, parce que, entre autres, il y a une toiture exceptionnelle, quoi. C'est-à-dire, enfin, je ne vais pas reparler de Marseille, mais quand on est à la Belle de Mai, sur la toiture tout en haut, on a des vues absolument exceptionnelles. Et là, entre le relief, entre la géographie extrêmement présente tout autour, les avions qui arrivent, la vue sur la mer, etc., parce que c'est relativement haut, quoi. On est une espèce de plateforme, un plateau, c'est-à-dire on aimerait bien travailler sur une programmation qui permette d'avoir les fonctions initiales, basiques, d'un parc d'exposition, mais en même temps que ce ne soit pas juste une porte. Souvent, pour ceux que je connais, le parc d'exposition, c'est un grand hangar avec les camions d'un côté et la porte pour les visiteurs. Ça, savoir comment ça peut marcher un peu plus souvent, y compris le soir, y compris la nuit, y compris inventer une vie active autour de ça, c'est-à-dire que cette métropole soit visible et soit perçue comme un lieu d'activité fort tout au long de l'année et tout au long de la journée. Donc ça, ce sera un travail programmatique qu'on fera sur le PEX en relation avec bien sûr la gare et tout ce qui se passe le long de cette relation entre les deux. Ensuite, effectivement, on va travailler sur des nouveaux standards. Alors effectivement, vous allez dire que ça existe ailleurs, mais justement, savoir comment est-ce qu'on va pouvoir renouveler, aller plus loin dans les formes urbaines, entre autres par rapport aux programmations, où finalement le bureau, on ne sait jamais s'il va pouvoir durer très longtemps absolument, c'est-à-dire au bout de 20 ans, au bout de 30 ans, qu'est-ce qui devient. Donc on aimerait bien activer à cet endroit-là cette notion de bâtiments réversibles. C'est un peu une tarte à la crème qu'on entend partout, mais ici, ça semble être tout à fait possible. Donc, travailler sur cette notion programmatique bureau, logement et équipement. Et puis ensuite, c'est cette notion de ville sobre. Alors, je montre ça parce que ça veut dire... je suis pas assez rapide. Tu es trop passionnant. Non, il me reste 3 minutes, mais alors voilà. Alors cette petite image, elle montre en même temps, c'est le travail qu'on a fait avec Base, c'est-à-dire comment est-ce qu'on désimperméabilise tout de suite en rendant fertile toute cette histoire-là, etc. Voilà, voilà. Le mine sera détruit, sera aussi beaucoup de concassage potentiel, c'est-à-dire comment on fabrique. Oui, c'est un vrai truc important, c'est comment on fabrique une filière de réemploi des matériaux qui soit vertueuse du point de vue de l'économie. C'est-à-dire comment est-ce qu'on fabrique des espaces publics moins chers, plus sobres, en réutilisant tout ce qui préexiste. Donc il y a des pépinières d'animation qui peuvent être faites à partir de ça, à partir de ce sol réinventé, ce sol détruit, et des pépinières qui pourraient exister dès maintenant. C'est tout le travail intéressant qu'on a fait avec nos amis de Base. Donc, et puis tout ça, il y a le bioclimatique là qui est très, très présent, l'îlot de fraîcheur. J'en ai parlé largement par rapport à la renaturation de ce site avec l'effet albédo. On travaillera fortement là-dessus, la gestion de l'eau, etc. Et tout ça dans une notion de bien-être et de santé en ville et qui parle à tout le monde, à toutes les générations, à tous les âges. Merci beaucoup François. Donc moins cher et mieux, ça doit parler à tous les maîtres d'ouvrage de la salle. On prend quelques questions. François, oui, sauf si c'est pas dans le périmètre, tu le diras tout de suite. Tu n'as pas dit un mot sur l'interface avec les infrastructures existantes d'autoroute et le lien avec la frange de la vallée du Var. C'est dans le périmètre ou pas, ou comment ça s'articule? Non, mais effectivement, mais effectivement, c'est le lieu le plus actif du point de vue transport là. Alors c'est un très gros travail qu'on doit faire
avec Marion, avec Artelia, etc., pour voir comment est-ce qu'on fabrique cette interface-là. Oui, c'est un gros boulot à faire, mais c'est avant tout, il y a une abondance de biens. Là, ça va de l'avion, du train à l'autoroute. Voilà, c'est à savoir comment, effectivement, cette notion de surabondance de possibilités de transport va diminuer les notions de voiture, bien que l'autoroute soit très présente. Ça jouera, y compris sur les parkings. Là, c'est la ville hyper vertueuse du point de vue. Il y a le tramway, il y a à peu près tout là. Peut-être un métro un jour. Non, je réponds à une question comme ça qu'on m'a pas posée, mais non, ce qui est passionnant dans un projet comme ça, et par cette démarche, on nous pousse finalement à parler plus qu'à dessiner, c'est qu'on sort de la ville générique. Il y a rien de pire actuellement dans tous les projets que je connais, que je croise ou que je vois, qu'ils soient à Grenoble, à Montpellier, à Toulouse, à Bordeaux, etc. L'impression d'être toujours dans le même endroit. Donc là, enfin, c'est un conseil que je donne, comme ça, de dire, aller trifouiller la géographie, l'histoire, c'est quand même beaucoup plus intéressant que le truc normatif, vertueux, bio-écolo, que je respecte au plus haut niveau. Merci beaucoup, Franck. Ah, une question. Bonjour François Leclerc, Anne Mochel, architecte. J'avais juste une petite question concernant votre scénario Delta. En cas de scénario catastrophe que vous ne voulez pas, mais juste pour savoir comment c'est pensé, l'eau est évacuée par où? À partir du moment où elle arrive au niveau de l'aéroport qui est très imperméabilisé, comment ça fonctionne? J'ai pas bien compris. Simplement, par rapport à ce sujet qu'évoquait François Leclerc, en fait, on retrouve ici la doctrine nationale française en matière de digue. C'est-à-dire qu'une digue n'est pas faite pour protéger ce qu'on va faire, elle doit être interprétée et intégrée dans l'urbanisme comme quelque chose qui peut rompre et qui rompra peut-être un jour. Donc dès le début du travail sur ce secteur, dans le cahier des charges qui a été fixé par les services de l'État, ça a été de dire c'est un espace en jeu qui est à côté d'un fleuve, donc il faut vivre avec ce fleuve. Et en fait, à l'époque, pour ceux qui s'en souviennent, c'était la mode de l'urbanisme de projet. Mais je trouve que c'était une mode, mais finalement qui était quelque chose de très vertueux, de se dire, bon, il y a des règles, etc. Mais ce qu'il a été écrit dans le plan protection risque inondation, c'est de dire, vous faites un projet, mais démontrez à mesure que vous faites le projet qu'il sera résilient, c'est aussi un mot à la mode, mais qu'il arrivera à résister, à vivre avec une crue centenale avec rupture de digue. Donc, c'est-à-dire que et en fait, il y a été un travail très intéressant qui avait été fait avec la précédente équipe de maîtrise d'œuvre, c'est que chaque fois que l'urbaniste faisait un plan, des hydrauliciens simulaient ce que devenait ce plan s'il y avait une crue avec rupture de digue. Et en fait, ce qui fait qu'à la fin, on a cette espèce de schéma que François a un peu réinterprété. Et en fait, l'apport de François, c'est de se dire, finalement, ce schéma, nous, on l'a beaucoup vécu un peu comme une contrainte. Et au-delà de la contrainte, ça peut être de dire que c'est un lieu de vie, un lieu de nature qui permet à cette eau de passer. Donc tout le projet a été fait pour que l'eau puisse passer. Donc là, elle s'évacue effectivement via l'aéroport, parce qu'en fait, c'est un phénomène, après c'est la mer. Donc s'il y a une rupture de digue, le secteur sera inondé. L'important, c'est que l'eau puisse couler, qu'elle ne se bloque pas. Et l'autre point très important, c'est qu'on définit des côtes en dessous desquelles on ne peut rien installer comme occupation humaine permanente. C'est-à-dire que c'est un autre très grand enjeu d'urbanisme là, c'est travailler avec deux niveaux de sol, un niveau où l'eau peut couler et puis un niveau où on est en sécurité. Et bon voilà, c'est un vrai défi d'urbanisme, mais c'est l'enjeu pour ce projet.